L'épisode s'ouvre dans l'espace sombre et froid, sous la coque d'un immense navire de guerre fendant les nuages qui traversent le ciel nocturne. Des pas précipités résonnent sur le sol métallique. Une chevalière aux longs cheveux châtains dorés, vêtue d'une armure argentée, tient la main d'une petite fille qui court désespérément. La petite fille a de longs cheveux bleus qui lui arrivent aux chevilles et son visage exprime clairement la peur. Ce sont Catalina et Lyria, bloqués par un groupe de soldats. Catalina dégaine elle épée à sa hanche, et en quelques secondes, ses coups d'épée décisifs les éliminent proprement. Cependant, la voie d'évacuation est bloquée. Des ténèbres surgit un homme d'âge mûr au sourire sinistre. Il s'agit du capitaine Palmer de l'Empire de la Terre. Il tient à la main un dispositif cylindrique contenant une pierre violette lumineuse, qui semble emprisonner une sorte de pouvoir. Catalina supplie immédiatement Palmer d'arrêter. Un rayon violet jaillit de la pierre dans sa main, provoquant une douleur intense et une douleur à la poitrine chez Lyria. Catalina hurle et se jette en avant pour attaquer le capitaine, mais elle est bloquée par des soldats. Dans ce moment chaotique, une violente explosion se produit sur le flanc du navire. Le changement brutal de pression atmosphérique aspire tout ce qui se trouve à l'extérieur. Lyria est emportée par les flots, tombant librement du navire de guerre dans la mer blanche de nuages en contrebas. Pendant sa chute, le collier qu'elle porte au cou émet une lumière bleue éclatante, enveloppant son corps comme une étoile filante traversant le ciel. La scène se déplace vers une île flottante au milieu d'une mer de nuages d'un bleu profond. En plein jour. Voici l'île Insenstile. Des pics rocheux acérés se dressent au milieu de forêts verdoyantes et luxuriantes. Des oiseaux blancs planent dans le ciel paisible. Dans une petite maison en bordure de forêt, un jeune homme nommé Grand manie une hache et coupe du bois. Il porte un sweat à capuche bleue, des protège-bras en fer et un pantalon marron usé. À côté de lui se trouve Vienne, une petite créature aux ailes rouges qui plane dans les airs et grignote une pomme rouge mûre. Vienne se plaint que Grand se surmène. Tandis que Grand rit et dit que c'est comme ça qu'il s'entraîne. Musique, il évoque son père et son rêve d'aller sur l'île des étoiles. Une fois son travail terminé, Grand et Vian se rendent à pied au village voisin. Ici, la vie se déroule lentement et paisiblement. Les villageois étendent le linge, les enfants courent et jouent, et les personnes âgées fument la pipe. Grand-père est aimé de tous pour sa nature serviable. Soudain, le ciel tremble. Un sifflement perçant déchire le vent, suivi d'un immense faisceau de lumière bleue venant d'en haut, plongeant droit dans la forêt interdite derrière le village. Grand et Vian lèvent les yeux et aperçoivent simultanément la silhouette sombre d'un immense navire de guerre planant au-dessus de la couche nuageuse. Pressentant quelque chose d'anormal, Grand court précipitamment vers la forêt. Malgré les avertissements de Vian selon lesquels l'endroit est dangereux, Grand arrive, en courant à travers l'épaisse canopée, à une clairière herbeuse déserte où se trouvent les ruines d'un ancien temple. Là, il aperçoit la fille aux cheveux bleus de tout à l'heure. Lyria, immobile sur l'herbe, des reflets de lumière scintillante persistaient autour d'elle. Lyria ouvre lentement les yeux, ses yeux bleus fixant avec perplexité l'étrange jeune homme. Elle paraît confuse et faible, disant qu'elle ne se souvient pas clairement de ce qui s'est passé, seulement qu'elle s'enfuyait avec Catalina. Quand Grand lui demande son nom, elle répond timidement Lyria. À ce moment précis, de lourds pas se font entendre. 2 soldats impériaux en lourde armure de fer émergent des buissons. Ils aperçoivent Lyria et lèvent aussitôt leurs armes, exigeant que Grand leur livre la jeune fille. Grand, bien qu'équipé seulement d'une vieille épée courte et d'une armure légère, se dresse fermement, bloquant Lyria. Il refuse la demande du soldat. Des combats éclatent. Grand charge pour attaquer, mais sa lame rebondit en frappant l'épaisse armure du soldat. L'immense différence de force et d'équipement repousse rapidement Graham, qui tombe au sol. Le soldat lève son épée pour l'achever lorsqu'une autre lame acérée la bloque inopinément. Catalina arrive à point nommé, forte de la maîtrise de l'épée d'une ancienne officière. Elle repousse rapidement les 2 soldats impériaux, les forçant à battre en retraite. Catalina se retourne pour prendre des nouvelles de Lyria et remercie Grand de l'avoir protégée. Elle se présente comme le lieutenant Catalina Elias, qui a trahi l'Empire pour sauver Lyria. Cependant, il n'y a plus de temps pour les explications. Musique Palmer a rattrapé son retard. Palmer sort des arbres, entouré de dizaines de soldats. Il affiche un sourire narquois, se moquant des actions pitoyables de Catalina et Grand. Ne voulant pas perdre de temps, Palmer active la pierre violette qu'il tient dans sa main. Le sol tremble violemment. Derrière la lisière de la forêt, un monstre gigantesque apparaît. C'est l'hydre, un dragon à plusieurs têtes aux écailles rouges foncées et aux épines acérées qui lui poussent sur tout le dos. Le monstre rugit, son rugissement en musique faisant trembler toute la forêt. Il charge pour attaquer le groupe de Grand. Catalina tente de résister, utilisant son épée pour créer des murs de glace afin de se défendre. Mais la puissance de l'hydre est écrasante. Ses têtes mordent et crachent du feu sans cesse, détruisant tous les obstacles. Dans le chaos, une des têtes musicales d'Hydra fonce droit sur Lyria, désormais exposée. Sans hésiter, Grand se jette devant Lyria. Les griffes acérées du monstre déchirent l'air,
suivi d'un bruit d'impact sec. Grand est projeté au loin, son corps glissant sur le sol avant de rester immobile. Une large plaie lui barre la poitrine en diagonale. Le sang imprégnait sa chemise bleue d'un rouge sombre. Catalina hurle d'horreur. Vienna court auprès de Grand, tremblant et l'appelant en pleurant, mais il ne répond pas. La respiration de Grand faiblit, puis s'arrête complètement. Lyria regarde son sauveur allongé là, les yeux écarquillés de choc. Elle serre les poings, la détermination se lisant sur son visage baigné de larmes. Lyria s'approche du corps musical de Grand. Elle pose sa main sur sa poitrine, là où son cœur a cessé de battre. Le collier et la pierre sur sa poitrine se mettent à briller intensément. Un rayon de lumière les enveloppe tous deux, emportant leur conscience dans un espace spirituel mystique, semblable aux profondeurs marines où les rayons du soleil percent la surface de l'eau. Dans cet espace, que Lyria parle à l'âme de Grand, partageant avec lui une partie de sa force vitale. Un symbole lumineux apparaît sur la main de Grand. Il ouvre les yeux, qui brillent désormais d'un bleu éclatant, exactement comme ceux de Lyria. La plaie à sa poitrine se referme, laissant une longue cicatrice, mais son cœur bat à nouveau. Grand se lève, ne montrant aucun signe de douleur ou de fatigue. Il sent une force extraordinaire parcourir chaque fibre de son être. Lyria se tient à côté de lui, serrant fermement sa main. Ils se tournent tous deux vers elle, l'hydre qui rugit de triomphe. Sans avoir besoin de communiquer, ils se comprennent parfaitement. Grand et Lyria lèvent leurs mains jointes bien haut vers le ciel. Leur bouche prononce un nom à l'unisson. Le son résonnait comme un grondement de tonnerre, couvrant tous les bruits du champ de bataille. Répondant à l'appel, le ciel au-dessus de l'île de Zinsanstil se fissure. Des nuages sombres tourbillonnent, formant un immense cercle magique orné de caractères anciens lumineux. L'espace tremble plus violemment que jamais. Du centre de ce cercle, une grande entité descend lentement. C'est un dragon, mais pas un dragon ordinaire. Plutôt Bahamut, le légendaire dragon primordial. Son corps est si énorme qu'il masque un coin du ciel. Des écailles d'un noir de jet luisant comme une armure d'acier. Des ailes musiques largement déployées avec autorité. La présence de Bahamut dégage une puissance écrasante, faisant paraître soudain l'hydre monstrueuse de l'Empire petite et pathétique comme un lézard devant le dieu dragon. Au cœur de cette scène magnifique et époustouflante, Bahamut plane au-dessus de l'hydre, prêt à lui asséner un coup terrible, tandis que Grand et Lyria se tiennent au sol en contrebas, les yeux brillants d'une lueur intense, regardant droit devant eux, prêts pour la contre-attaque fatidique après avoir invoqué avec succès le dragon Bahamut. Le fils de Dark Flamme a stupéfié et effrayé l'armée de Palmer devant la force écrasante et le physique massif de Bahamut. Mais Palmer tente toujours de se calmer, persuadé que rien ne peut empêcher de ramener Lyria à l'Empire. Il ordonne précipitamment à Hydre, le dragon à 5 têtes, de vaincre Bahamut. Avant même que Lyria ne puisse exprimer sa sincère intention, le dragon primordial s'éveille, entrant dans un puissant état de combat, ses yeux brillant d'une intention meurtrière, comme s'il voulait tuer tous ceux qui se dressent sur son chemin. Bahamut déploie ses ailes d'un noir de jet, solides et plus résistantes que l'acier, que rugissant puissamment et faisant trembler toute la forêt. À ce moment, le visage de Palmer se crispe, ses mains tremblent tandis qu'il tient le flacon de verre contenant la pierre violette éclatante, comme sur le navire de guerre. Puis, d'un ton précipité et en bégayant, il ordonne à l'hydre d'attaquer, suivant les incitations musicales de son maître. Le dragon à 5 têtes utilise à nouveau sa technique de souffle de feu. Si auparavant cette technique avait gravement blessé Grand, cette fois-ci, c'est comme gratter une démangeaison pour Bahamut. Voyant cela, Palmer continue d'exhorter Hydraeumusique à attaquer. Cette fois, le dragon à 5 têtes choisit d'attaquer la tête de Bahamut pour vaincre rapidement le dragon primordial. Bien que le vieux Palmer soit maintenant en sueur à cause de la peur, il croit toujours avec arrogance qu'il a vaincu Bahamut. Ne lui laissant pas le temps de savourer sa victoire, derrière l'épaisse fumée noire se dessinent 2 yeux brillants d'une intention meurtrière. Le dragon Bahamut, avant les attaques d'Hydre, reste totalement indemne. Au contraire, elle devient encore plus puissante. Ses 2 ailes massives largement déployées. Dragon Bahamut déploie sa puissance, créant un grand orbe, attaquant à la vitesse de la lumière et frappant avec précision l'armée de Palmer. Cet événement provoque une explosion massive. Au loin, en direction du village, les villageois sont très surpris et inquiets en assistant à cette scène. Après l'explosion, Palmer a eu la chance de survivre. Il est absolument terrifié, sa bouche marmonnant d'incrédulité face à ce qui vient de se passer. Avant que Bahamut ne lance sa puissante musique meurtrière, il appelle précipitamment les soldats restants à fuir vers le dirigeable pour faire leur rapport à l'Empire. De retour dans le groupe de Grand, le lieutenant Catalina est également émerveillé par le pouvoir spécial de Lyria. Grand est encore sous le choc, ne comprenant pas ce qui s'est passé. La bataille prend fin, Lyria remercie en silence, puis c'est le dragon Bahamut dans la marque sur sa poitrine pour empêcher le pouvoir destructeur du dragon primordial de mettre tout le monde en danger. Juste après cela, Graham s'évanouit,
ce qui inquiète beaucoup tout le monde. Se remémorant le passé de Grand, lorsqu'il était encore un enfant espiègle, allongé dans un champ infini où une douce brise se mêlait à la chaude lumière du soleil qui brillait sur la terre paisible, Grand lit avec excitation les lignes de la lettre que son père a écrite. Dans la lettre, il est question d'une île appelée l'île des étoiles, et son père l'y attend. Le silence est momentanément rompu par l'appel de Vian. Grand exprime immédiatement son enthousiasme à l'idée de partir à l'aventure au-delà du ciel en contrebas. En entendant cela, Aaron s'ennuie, ne croyant pas que cette île soit réelle. Pensant que sa grand-mère est délirante, Grand se rend immédiatement auprès d'Aaron, affirmant que l'île est réelle et qu'elle croit que son père s'y trouve. Les deux enfants se mettent alors immédiatement à se disputer. La dispute ne cesse que lorsque le père d'Aaron arrive et leur donne à tous les deux de douloureux coups sur la tête et que la musique menace de leur couper leur goûter. Il encourage aussi calmement Grand en lui disant qu'il pourra un jour accomplir le voyage vers l'île des étoiles, qui n'est plus très loin, ce qui rend le garçon encore plus déterminé et le fait croire en son propre rêve. De retour au présent, Grand se réveille lentement. Il jette un coup d'œil autour de sa chambre et se lève d'un bond lorsqu'il aperçoit Lyria au bord du lit, celle qui a veillé sur lui toute la nuit. Incapable de dissimuler sa joie et son émotion, les larmes montent aux yeux de Lyria. Elle se précipite pour embrasser Grand avant même qu'elle ne lui pose ses questions rapides et inquiètes. Grand garde maladroitement ses distances avant de s'effondrer au sol. Entendant le bruit, Vian et le lieutenant Catalina entrèrent précipitamment dans la pièce pour prendre des nouvelles de Grand. Catalina informe également Grand de la bonne nouvelle. L'armée impériale s'est retirée de l'île et aucun villageois n'a subi de perte. Mais à Grand, Catalina a révélé la vérité. Après avoir été attaqué par le dragon à 5 têtes, il était mort. La magie ne peut pas ressusciter les morts. Grand survit grâce au pouvoir de Lia. Le lieutenant explique les origines de Catalina, selon lesquelles l'Empire a mené des recherches au fil des années sur le pouvoir des cristaux primordiaux. Lyria est la clé de leurs recherches, ce qui lui a valu d'être emprisonné pendant très longtemps et suscite de la compassion pour sa situation. Le lieutenant décida de s'enfuir avec elle pour que Lyria puisse voir à quel point le ciel est vaste. Quant au dragon Bahamut, il dort sur cette île depuis très longtemps. Le pouvoir de Lyria lui permet de contrôler les êtres primordiaux, elle l'a donc éveillé. Quant à Lia, lorsqu'elle vit Grand grièvement blessé par le dragon à 5 têtes, elle fusionna leurs forces vitales, créant un lien indissoluble, ce qui explique aussi la résurrection de Grand. Par là, Catalina a proposé que Grand se joigne à ce voyage incertain pour échapper à la traque de l'Empire. Ce soir-là, les villageois organisent un grand festin pour eux musique Catalina et Lyria. Lors du festin, Grand a exprimé qu'il entreprendrait le voyage avec les deux dames car il y a un endroit où il souhaite également beaucoup aller, l'île des étoiles musicales. Vienne connaît bien le choix de son ami et est également prêt à l'accompagner. Les villageois, apprenant cette décision, s'inquiètent pour eux, surtout pour Aaron. Mais alors tout le monde comprend et les bénit. La nuit fut longue. Ils mangèrent et burent joyeusement ensemble. Le lendemain matin, tous les villageois viennent dire au revoir aux 4 personnes et leur souhaitent bon voyage. Grand montre sa détermination à trouver un jour l'île où se trouve son père et à revenir après cette aventure. Le dirigeable décolle mais rencontre des problèmes et ne parvient pas à s'élever. Il tremble violemment, traîné sur le sol, ce qui terrifie tout le monde. Ce début peu prometteur est peut-être le signe des défis difficiles que l'équipe devra relever à l'avenir. Alors que le navire manque de s'écraser contre une falaise, Vienne, terrifié, fait un vacarme épouvantable. Mais au moment crucial, Catalina actionne rapidement le levier, propulsant puissamment le navire droit dans le ciel. L'immensité du ciel, constellée des oiseaux d'un blanc pur et baigné par les rayons étincelants du soleil, remplit le groupe de joie et d'excitation. Le magnifique paysage qui s'offre à leurs yeux semble encourager et galvaniser l'équipe sur le chemin difficile qu'elle a choisi. Et voilà, le dirigeable file à travers le ciel infini. Le groupe de Grand entame donc officiellement son voyage à la recherche de l'île des étoiles. Le petit dirigeable transportant Grand, Lyria, Vienne et Catalina subit une grave panne en plein vol et s'écrase directement sur une prairie verdoyante appartenant à l'archipel de Port-Braise. Le violent impact projette de la poussière partout, et le vaisseau trace une longue traînée sur le sol, laissant des débris éparpillés tout autour. Lorsque le groupe de Grand sort des décombres, ils sont encore sous le choc d'avoir échappé de justesse à la mort. Lyria tremble en confirmant qu'elle va bien, tandis que Grand pousse un soupir de soulagement, mais admet également que piloter un avion est beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. À ce moment précis, un étranger à l'air buriné, vêtu d'une tenue de mécanicien et portant une boîte à outils, apparaît. Cette personne regarde l'épave du navire avec une expression exaspérée et à musique pleine de regrets, en claquant la langue pour critiquer la façon dont ils ont traité le véhicule. Il souligne immédiatement que le groupe propulseur a explosé à cause d'une surchauffe et se demande s'ils ont vérifié la température ou ajusté les vannes d'énergie.
Voyant Grand et Lyria complètement désemparés face aux questions techniques, cet homme est encore plus déçu, se plaignant qu'une si bonne machine ait été détruite par des gens qui n'y connaissent rien en mécanique. Tout en précisant qu'avec des dégâts aussi importants causés par le feu, l'appareil ne volera probablement plus jamais. Après avoir réprimandé le groupe de grands pour leur manque de connaissances élémentaires, l'homme s'éloigne vers la ville sans se présenter, laissant les jeunes amis avec le navire endommagé. Lyria se sent coupable d'avoir mis l'étranger en colère, mais Grand remarque qu'il n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Vienne suggère au groupe de trouver un endroit pour se reposer d'abord. Soudain, ils aperçoivent un immense dirigeable qui glisse dans le ciel, se dirigeant vers des îles flottantes au loin. Catalina le reconnaît comme un cargo entrant au port et suggère au groupe de se diriger également vers la ville. Ils se trouvent sur l'île d'Angana, l'île principale de l'archipel de Port-Braise, et leur destination est la ville centrale d'Ara. En entrant dans la ville, Grand et Lyria sont submergés par l'activité trépidante et l'architecture unique de ce lieu. Les rues pavées sont animées par le passage des passants en musique. Les boutiques exposent toutes sortes de marchandises et le ciel est constamment animé par le va-et-vient des dirigeables de toute taille qui entrent et sortent du port. Catalina explique que cette île est un important centre de transit reliant d'autres îles où les pilotes échangent des marchandises, achètent des produits de première nécessité et échangent des objets de valeur trouvés lors d'expéditions. Grand pense avec enthousiasme qu'il pourrait trouver un nouveau dirigeable ici. Mais Catalina se montre plus pragmatique lorsqu'elle lui rappelle qu'avec leurs fonds actuels, l'achat d'un bateau est impossible et que l'option la plus réaliste est de trouver un navire commercial pour se faire emmener jusqu'à l'île suivante. Tout en flânant au marché pour acheter le matériel nécessaire, le groupe de grands profite d'une atmosphère rare et paisible. Ils éprouvent un certain soulagement car cette île se trouve hors du contrôle direct de l'Empire, ce qui empêche l'armée d'agir librement. Une situation cocasse se produit lorsque Catalina, qui paraît toujours sévère, révèle son faible pour les animaux mignons. Elle ne peut résister à un chat endormi et veut ensuite caresser Vienne. Musique, ce qui fait fuir le petit dragon terrorisé. Dans une épicerie, le commerçant suggère à Lyria d'acheter un journal intime rose en forme de cœur, conçu pour y consigner ses souvenirs de voyage. Catalina encourage Lyria à l'acheter, affirmant que c'est aussi un bon moyen pour elle de pratiquer l'écriture. En sortant du magasin, ils passent devant une grande place et aperçoivent une statue géante de déesse. Un vieil homme du coin explique qu'il s'agit d'une statue de Tiamat, la divinité gardienne de l'archipel de Port-Braise qui apporte des vents doux à cette terre. Cependant, le vieil homme déplore également que de nos jours, les gens se fient aux technologies de prévision météorologique, si bien que peu de personnes viennent prier ou vénérer Tiamat comme auparavant, ce qui rend le temple désert et souvent occupé par des marchands comme lieu de rassemblement. Le groupe de grands décide de prier devant la statue de la déesse en signe de respect pour la culture locale. Le lendemain, Catalina signale que tous les navires commerciaux quittant l'île sont complets ou ont été annulés indéfiniment. Le vendeur de billets, lui aussi, ignore la date du prochain départ, tandis qu'il est à l'arrêt et contemple le port. Grand rencontre soudainement à musique le mécanicien de tout à l'heure, debout près d'un immense dirigeable. L'homme félicite Grand pour son œil avisé lorsque le garçon manifeste également de l'intérêt pour ce navire. Au fil de la conversation, il révèle que piloter un dirigeable exige non seulement la connaissance des moteurs, mais surtout la capacité de lire la direction du vent, qui change à chaque instant. Il parle avec une passion intense, mais évite de répondre lorsque Grand lui demande s'il est pilote, se contentant de dire que c'est une affaire du passé, et qu'il ne vole plus pour des raisons compliquées. Vienne lui demande son nom avec curiosité, et l'homme se présente comme Racom. Racom conduit ensuite le groupe de Grand à son atelier et les surprend grandement en leur montrant que leur petit vaisseau endommagé a été entièrement réparé et que le moteur fonctionne parfaitement. Racom explique qu'il l'a remorqué hier parce qu'il les a vus l'abandonner et qu'il ne supportait pas de voir une machine jetée à la poubelle. Malgré avoir terminé les réparations, Racom refuse toujours de livrer le vaisseau à moins qu'il ne trouve un pilote compétent car il ne veut pas que son travail de réparation soit gâché par des amateurs. À ce moment précis, deux inconnus apparaissent à la porte de l'atelier. Un homme aux oreilles d'animal, aux cheveux bleus et à l'attitude désinvolte, nommé Drang, accompagné d'une petite épéiste discrète nommée Storm. Dang aborde le groupe de Grand avec une fausse amabilité, leur offrant des pommes et leur proposant de leur donner un dirigeable s'ils viennent avec lui. Cependant, Catalina et Grand pressentent rapidement quelque chose d'anormal. Dang révèle accidentellement son identité. Il est soit un membre de l'Empire, soit un mercenaire engagé par l'Empire. Lorsqu'ils sont découverts, Storm dégaine son épée pour attaquer, forçant le groupe de Grand à fuir. Une poursuite tendue s'engage dans les ruelles étroites de la ville d'Ara. Storm fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle de l'épée combinée à la magie du feu, tandis que Dang utilise des orbes magiques pour des attaques à longue portée. Grand tente de riposter pour protéger Lia, mais la différence de puissance est trop grande.
Alors qu'ils sont acculés dans une impasse et sur le point d'être capturés, Rackham surgit inopinément d'un passage secret dans le mur, lance une bombe fumigène pour créer un abri et entraîne tout le groupe dans un tunnel souterrain. À l'intérieur du tunnel obscur, Rackham explique qu'il s'agit de vieux passages utilisés en temps de guerre. Il réprimande Grant pour avoir affronté imprudemment des ennemis aussi dangereux, mais admire aussi secrètement le courage du garçon. Après avoir échappé à leurs poursuivants, Rackham les conduit dans une taverne pour rencontrer Sirakar, un marchand de la race Arvin, de petite taille mais très rusé. Siro est le propriétaire de la célèbre chaîne de magasins de Bibelots, qui propose de tout, de l'achat et la vente de marchandises au placement d'employés. Catalina demande à Siro de trouver un pilote ou un navire pour quitter l'île. Mais Siro affirme que tous les pilotes de la région sont partis en raison de la haute saison. Cependant, Siro révèle qu'elle possède un vieux dirigeable qu'elle musique souhaite vendre à bas prix. Le seul problème, c'est qu'il faut un pilote qualifié. Tous les regards se tournent vers Rackham, qui est assis à proximité en train de boire. Dans la taverne, les gens commencent à bavarder sur Rackham, le qualifiant de timonier excentrique doté d'excellentes compétences et obsédé par la réparation d'une épave à la périphérie de la ville dont personne ne croit qu'elle puisse un jour voler à nouveau. Le groupe de grands décide de partir à la recherche de cette épave pour persuader Rackham. À leur arrivée, apparaissent devant leurs yeux un immense dirigeable, ancien mais d'une beauté majestueuse et ancestrale, nommé Grandifé. Bien que considéré comme de la ferraille sous les mains bienveillantes de Rackham, le vaisseau semble dormir profondément, attendant d'être réveillé. Cependant, leur conversation est interrompue par l'apparition d'une importante armée. Il s'agit de l'armée impériale dirigée par le général Furia, un Arvin à la personnalité arrogante et cruelle. Furieux a encerclé la zone et capturé Catalina ainsi que les autres. Ce qui met Rackham le plus en colère, c'est lorsque Furious insulte le Grandifé, le qualifiant de déchet incapable de voler et ordonnant à ses soldats de le détruire. Une violente explosion se produit sous les yeux de Rakim, dont le regard furieux le pousse à risquer sa vie pour protéger le vaisseau et l'honneur de celui qui aime le ciel. Pendant ce temps, le groupe de grands se prépare également à livrer une bataille à mort pour protéger la liberté et leurs nouveaux amis. Une scène de flashback obsédante dans le rêve de Rackham, alors qu'il retourne dans le passé. À cette époque, c'est un jeune homme plein de passion qui tente de piloter l'immense dirigeable nommé Grandifé à travers une violente tempête. Mais tous les efforts deviennent vains lorsque le navire perd le contrôle et s'écrase au sol, le timonier étant totalement impuissant, ce qui réveille Rackham en sursaut. Au milieu d'un atelier en désordre rempli de dessins techniques et de pièces de machines, alors que la lumière du mat filtre à peine à travers le cadre de la fenêtre, Rackham regarde dehors et est témoin d'une scène qui le fait bouillir de rage. Nous apercevions une escouade de soldats impériaux s'approcher furtivement du Grandifé, qui gît immobile sur la colline herbeuse telle une ruine oubliée. Et il se prépare à poser des explosifs pour détruire complètement la passion de toute une vie qu'il a passé des décennies à réparer et à protéger sans relâche la musique. Rackham s'empare immédiatement de son fusil et se précipite hors de l'atelier pour stopper le sabotage de l'armée impériale avec des tirs de sommation précis à distance qui sèment la panique chez les soldats et les poussent à se mettre à couvert. Rackham surgit opportunément d'un sentier secret à flanc de falaise et lance des fumigènes, créant un épais brouillard et donnant ainsi au groupe tout entier l'opportunité de s'échapper par des tunnels souterrains, un ancien système d'abri datant de la guerre que seuls les habitants de longue date comme lui connaissent bien. Une fois en sécurité à l'intérieur de l'atelier de Rackham, l'atmosphère devient plus sombre lorsque chacun commence à discuter des étranges agissements de l'Empire et des raisons pour lesquelles il souhaite détruire une île neutre et paisible comme celle-ci. Rackham, quant à lui, conserve son attitude bourrue et affirme qu'il ne les a sauvés que par commodité, tout en protégeant son vaisseau, sans aucune intention de s'impliquer profondément dans les problèmes des autres. Cependant, la conversation est interrompue par de violents tremblements de terre venant de l'extérieur lorsque le ciel de l'archipel de la brise portuaire s'assombrit soudainement et que des nuages noirs tourbillonnants arrivent, bloquant le soleil, signalant le réveil furieux de Tiyama, la divinité gardienne de cette île. Lyria, grâce à son don de perception particulier, a détecté la présence anormale de musique Tiyama et elle rapporte avec inquiétude que le dieu du vent est dans un état extrêmement agité et douloureux, comme s'il était torturé ou contrôlé par quelqu'un dans son manoir. Un général impérial furieux de sa petite taille. Mais le cœur maléfique, assis sur son trône, observe l'écran et rit de façon maniaque, témoin de son plan visant à agiter Tiyama. Des tornades massives commencent à se former et à balayer la ville, arrachant les toits et emportant tout sur leur passage, poussant les habitants paniqués à fuir, cherchant refuge dans la grande église, qui possède la structure la plus solide pour préserver leur vie. Catalina démontre rapidement son rôle de commandante, lorsqu'elle et Grand se précipitent pour aider à évacuer les gens et utilise la magie de guérison pour soigner les blessés. Tandis que Rackham regarde avec les yeux remplis de tourments et des angoisses la scène de la dévastation de sa ville natale,
Il réalise que s'il ne fait rien immédiatement, c'est qu'il sera rayé de la carte et tout le monde, y compris sa bien-aimée Grandifée, sera enterré à jamais. En ce moment décisif, Racom a mis de côté l'échec obsédant de son passé pour prendre une décision audacieuse. Redémarrer le Grandifée et l'utiliser pour emmener tout le monde loin de l'île ou combattre Tiamat pour calmer la divinité. Racom court vers l'église et crie, demandant si quelqu'un sait comment piloter un vaisseau. Mais pour seule réponse, la foule garde un silence effrayé jusqu'à ce que Grand s'avance et affirme sa confiance dans les capacités de Racam, promettant de l'aider de toutes ses forces pour que le vaisseau puisse décoller. Touché par la confiance du jeune homme et par l'urgence de la situation, Racom accepte que le groupe de Grand l'aide à manœuvrer ce vieux navire. Bien qu'il sache que les chances de succès sont très minces, étant donné que le navire est resté à quai pendant tant d'années et qu'il était considéré comme une épave irrécupérable. Le groupe au complet sort précipitamment de l'église et court à travers la tempête de poussière pour atteindre le Grandifée. Mais il tombe sur Furieux et son armée, qui bloquent la proue du navire avec une expression arrogante et triomphante. Furieux est en colère parce que personne n'est venu le secourir lorsque la tempête a éclaté. Il ordonne donc à ses soldats de tirer au canon sur le Grandifée afin de détruire le seul moyen d'évasion de tous et aussi pour satisfaire ses propres pulsions destructrices. Les obus d'artillerie explosent autour du navire, projetant poussière et pierres dans toutes les directions et créant de puissantes ondes de choc qui secouent toute la coque. Mais heureusement, le blindage robuste du Grandifée résiste toujours aux tirs ennemis. Racom, telle une bête acculée, a chargé en avant, utilisant son fusil pour abattre les soldats qui actionnaient les canons et dégager un chemin sanglant pour que Grand et les autres puissent monter à bord du pont. Dang et Storm apparaissent également au combat, mais cette fois ils ne conservent plus leur attitude désinvolte et déchaînent toute leur puissance pour arrêter le groupe de Grand. Mais Catalina et Grand Musique ont bien coordonné leurs efforts pour repousser ces deux ennemis agaçants et protéger Lyria en toute sécurité sur le navire. Lorsque tout le monde est sur le pont, Racom se précipite dans le cockpit et commence à effectuer des procédures de démarrage complexes, ses doigts glissant rapidement sur le panneau de commande tout en murmurant continuellement des promesses et des supplications pour que le vaisseau se réveille à nouveau. Dehors, les rugissements de Tiamat deviennent plus forts tandis que le dieu du vent révèle sa véritable forme. Un immense dragon à plusieurs têtes volant dans le ciel et tirant des rafales d'énergie destructrice sur le sol. Le moteur du Grandifée se met à vrombir et à cracher une épaisse fumée noire. Mais les hélices refusent toujours de tourner, ce qui fait transpirer abondamment Racom et le plonge presque dans le désespoir, pensant que la malédiction de l'échec le poursuit encore. Mais soudain, Grand a fait irruption dans le cockpit et a posé sa main sur l'épaule de Racom, lui redonnant confiance et lui rappelant pourquoi il aimait tant le ciel. Ces paroles encourageantes agissent comme un remède spirituel, aidant Racom à retrouver son calme. Et il réalise qu'il s'est trop concentré sur la technique, oubliant d'écouter les battements du cœur du navire. Il ferme les yeux, ressent les vibrations de la coque et ajuste les soupapes de pression par instinct, tel un mécanicien de génie. Soudain, une puissante vague d'énergie parcourt le vaisseau, déployant les voiles qui captent le vent, et le système de propulsion rugit puissamment, propulsant lentement le Grandifée hors du sol à la joie immense des amis. L'immense dirigeable fend la pluie et s'élève à toute vitesse dans le ciel d'un bleu profond, laissant derrière lui le chaos de la ville et se dirigeant droit vers la tempête où Tiamat fait rage. Le sentiment de retourner dans le ciel après tant d'années passées au sol rend Racom extatique, et il manœuvre le vaisseau avec habileté en se faufilant à travers d'énormes colonnes de tornades pour s'approcher du dieu du vent. Furieux, resté au sol, regarde avec rage le vaisseau s'éloigner et hurle en vain, car son plan pour le piéger et le détruire a complètement échoué. À bord du Grandifée, Catalina et Grand préparent les armes en vue de la bataille imminente contre Tiamat. Tandis que Lyria tente d'utiliser son pouvoir pour se connecter à la déesse et apaiser sa douleur, le contrôle de l'Empire sur Tiamat semble trop fort, ce qui lui cause beaucoup de difficultés. Le Grandifée vole en confrontation directe avec Tiamat dans un ciel rempli de tonnerre et d'éclairs, annonçant une bataille féroce qui va avoir lieu pour libérer l'île de la musique fureur de la nature et des sombres plans de l'Empire. Car les amis doivent trouver un moyen de vaincre un dieu pour protéger la musique qu'ils chérissent. Racom fait désormais officiellement partie de l'équipage en tant que timonier talentueux portant le rêve de conquérir le ciel musique et la promesse de mener de grands voyages jusqu'aux confins du monde où l'île des étoiles attend. Le ciel turbulent et dramatique de l'archipel de la brise portuaire où des épais nuages noirs tourbillonnants recouvrent tout l'espace, annonçant une violente tempête. Mais au cœur de cette tempête, le légendaire dirigeable Grandifée, qui après des années d'inactivité au sol, prend désormais fièrement le vent sous le contrôle magistral du génial mécanicien Racom, qui a passé toute sa jeunesse à attendre ce moment fatidique. La sensation de planer librement dans l'immensité du ciel rend Racom incapable de cacher son excitation extrême alors qu'il serre fermement la barre tout en criant d'exaltation malgré les vents violents qui tentent de renverser le navire. Mais grâce à sa riche expérience et à sa profonde compréhension de chaque battement de cœur du moteur, il a manœuvré le grand Séphur de façon spectaculaire en se faufilant à travers des courants d'air chaotiques, ce qui a quelque peu inquiété les passagers à bord,
y compris Grand et Lyria ainsi que Catalina et Vienne, mais qui ont néanmoins placé leur entière confiance en leur nouveau timonier passionné. Cependant, la joie est de courte durée lorsque Tiamat, la divinité gardienne de l'île, a maintenant complètement perdu le contrôle sous la cruelle manipulation de l'Empire et s'est transformée en un énorme dragon à plusieurs têtes. Elle tirait frénétiquement des décharges d'énergie violette destructrice sur le petit dirigeable, osant envahir son domaine. Grand se tient sur le pont, observant la situation d'un regard déterminé. Il comprend que leur but n'est pas de détruire Tiamat par la force, mais de libérer cette divinité de la douleur et des chaînes invisibles qui entravent son esprit et la rendent violente. Lyria, grâce à son don de perception particulier, confirme également qu'elle peut entendre les cris de douleur provenant des profondeurs de Tiamat et supplie tout le monde d'aider cette pitoyable divinité à échapper à l'emprise des ténèbres. Pendant ce temps, au loin, le général impérial Furious observe la bataille à travers un écran avec une expression satisfaite et cruelle, car il croit que rien ne peut arrêter la puissance furieuse d'une bête primordiale, et il se réjouit à l'idée de voir cette île complètement anéantie comme un avertissement sévère à ceux qui osent s'opposer au pouvoir absolu de l'Empire. La bataille aérienne se déroule avec une extrême férocité alors que Tiamat déchaîne continuellement un barrage d'attaques musique avec des tornades et des éclairs, forçant Racom à utiliser toutes ses compétences de pilotage magistral musique pour esquiver de justesse les orbes d'énergie mortelle qui pleuvent sur eux. Bien que le Grand Diffé soit doté d'un blindage robuste face à la puissance écrasante d'une divinité, le vaisseau commence lui aussi à trembler violemment et subit certains dommages, rendant la situation extrêmement critique et menaçant la vie de tous ceux qui se trouvent à bord. Comprenant qu'ils ne peuvent plus prolonger cette bataille défensive, Grand décide d'exécuter un plan audacieux et risqué. Approcher directement Tiamat et briser de ses propres mains le contrôle de l'Empire. Lyria ferme les yeux, concentre son esprit, et utilise le pouvoir mystérieux qui réside en elle pour invoquer une source d'énergie massive. Prenant la forme d'un dragon sombre et autoritaire, qui est Bahamut, pour affronter et contenir le pouvoir de Tiamat, créant ainsi une opportunité pour Grand d'agir. La scène de la collision de deux puissances colossales crée des ondes de choc terrifiantes qui secouent le ciel tout entier et dispersent les nuages noirs environnants, révélant la véritable forme de Tiamat, enveloppé dans un épais masma sombre. Ne laissant pas passer cette précieuse opportunité, Grand concentre toute sa force dans l'épée qu'il tient à la main et se lance du Grand Diffé. Telle une flèche fendant le vent, sans se soucier du danger, filant droit vers la divinité musicale, hurlant de folie. Dans ce moment décisif de vie ou de mort, Grand abat son épée, frappant violemment le cristal brillant sur la poitrine de Tiamat, là où l'énergie sombre la contrôlait, et le coup précis a brisé le contrôle de l'Empire, faisant disparaître l'aura sombre dans le néant, rendant la paix à la divinité du vent. Tiamat reprend peu à peu conscience et retrouve sa douce et belle apparence originelle. Elle rattrape doucement Grand qui tombait en chute libre de ses mains énormes mais tendres en guise de remerciement sincère au jeune héros qui a sauvé son âme de la corruption. La tempête se dissipe, laissant place à un ciel bleu dégagé et à une douce lumière du soleil sur l'archipel de Port-Braise. Alors que les habitants de la ville exultaient de joie et de bonheur d'échapper au destin catastrophique qu'ils pensaient inévitable. Après avoir atterri en toute sécurité, Racom descend du vaisseau avec un sourire satisfait car il a enfin réalisé son rêve de ramener le Grand Diffé dans le ciel et a prouvé à tous que ce vaisseau n'est pas une épave inutile, mais un véritable chef-d'œuvre capable de surmonter n'importe quelle tempête. Avant de disparaître dans le vent, Tiamat laisse derrière elle un objet étincelant en guise de cadeau d'adieu pour le groupe de grand-mère. Lyr y voit un fragment d'étoile renfermant les souvenirs de contrées lointaines où ils n'ont jamais mis les pieds. À la taverne du village, une atmosphère festive règne tandis que tous célèbrent la victoire et le retour de la paix. Mais la joie de son ami est brièvement interrompue par l'apparition inattendue de Sirkar, le mystérieux et rusé marchand qui surgit toujours au bon moment. Siro leur apporte des informations importantes sur la prochaine destination musicale de leur voyage, basée sur des indices provenant du fragment laissé par Tiamat. C'est dans le Valtz du Chi, une région célèbre pour ses volcans brûlants et son industrie mécanique développée, que pourraient être cachés des secrets concernant le père de Grand. Grand et ses amis décident de partir à la recherche d'informations sur son père et de poursuivre leur aventure périlleuse vers l'île légendaire des étoiles, Ezushia. Cette nuit-là, alors que tout le monde s'est endormi après une longue et épuisante journée de combat, Racom et Grand ont une conversation privée sur le pont sous le clair de lune brillant où Racom partage son passé turbulent et pourquoi il s'est autant attaché au Grand Diffé malgré les moqueries des autres. Il raconte que ce vaisseau était autrefois la fierté d'un pilote légendaire et que celui-ci a passé toute sa vie à le réparer, espérant trouver un jour quelqu'un de digne de conquérir le vaste ciel à ses côtés. Racom regarde Grand avec des yeux musicaux confiants et demande officiellement à rejoindre son équipage de chevaliers en tant que timonier car il voit en Grand les qualités d'un vrai leader et la flamme ardente de la passion de l'exploration. Tout comme son père autrefois, que Racom admirait lui aussi,
Grand accepte avec joie l'offre et accueille Racom comme le 4e membre officiel du groupe, marquant un tournant important dans leur voyage, car il dispose désormais d'un navire solide et d'un timonier talentueux. Le lendemain matin, à l'aube, les amis se rassemblent au port pour préparer le départ. Et Racom prend un moment pour dire au revoir à son île natale Musique, où il est né et a grandi, et où sont conservés de nombreux souvenirs heureux et tristes de sa vie de mécanicien pleine de notes graves. Le Grand Diffé décolle lentement, quittant le sol, emportant les rêves et les espoirs des jeunes explorateurs vers l'horizon lointain, où de nouveaux défis et des mystères non résolus les attendent. Pendant ce temps, dans la capitale impériale, ceux qui sont au pouvoir ourdissent de nouveaux complots, plus sinistres encore. Après la défaite humiliante à Port-Braise et l'apparition de Grand, ainsi que le mystérieux pouvoir de Lyria, qui a attiré l'attention de personnages dangereux tapis dans l'ombre, promettent des affrontements encore plus féroces dans un avenir proche. Alors que le dirigeable Grand Diffé glisse à travers la mer blanche de nuages entrant dans l'espace aérien des Valtes du Chi, où des volcans en éruption crachent d'épaisses colonnes de fumée noire dans le ciel, créant une scène à la fois terrifiante et magnifique, laissant de jeunes explorateurs comme Grand et Lyria halter des émerveillements devant la beauté féroce de la nature. Racom se tient derrière la barre, un sourire satisfait aux lèvres, tandis qu'il sent le rythme du navire sous ses mains expertes. Et il présente fièrement à tous leur prochaine destination, un royaume célèbre musique, pour sa métallurgie et son industrie mécanique exceptionnellement avancée. Grâce à l'exploitation de l'énergie géothermique inépuisable de la Terre. Après avoir atterri sans encombre dans le port animé, où s'entremêlent cargo et poussière industrielle, le groupe de Grand commence à ressentir une atmosphère quelque peu tendue et prudente parmi les habitants, bien différente de la gaieté joyeuse qui règne à Port-Braise, car des regards scrutateurs et suspicieux se posent sans cesse sur les étrangers nouvellement arrivés. Alors qu'ils tâtonnent, ne sachant par où commencer, ils rencontrent à nouveau de manière inopinée Sriakar, le marchand avisé doté d'un vaste réseau d'informations, qui attendait de leur confier une mission importante et secrète pour un client particulier. Dans un coin isolé d'une taverne locale, Siro les présente à un haut fonctionnaire du Val-Duchy, qui est extrêmement inquiet de la mystérieuse disparition de l'archiduc Tisaka, chef de la nation et également inventeur de génie respecté par le peuple. Le responsable révèle que Tisako a disparu après avoir eu des contacts secrets avec des représentants de l'Empire et qu'il existe actuellement de nombreuses rumeurs malveillantes affirmant qu'il a trahi son pays pour coopérer avec l'ennemi dans la fabrication d'une arme destructrice terrifiante. Le groupe de Bran accepte la mission de rechercher Tisaka afin de découvrir la vérité et d'empêcher tout complot impérial sur ces terres arides, tout en espérant trouver des indices sur le père de Grand. Ici, comme le suggère le fragment forme d'étoile, Grand et ses amis se séparent pour recueillir des informations auprès des habitants de la ville. Ils remarquent que, son absence prolongée ainsi que les récentes activités douteuses de l'armée impériale ont fait vaciller la confiance de tous. Au cours de leur enquête, les amis font la connaissance d'Io, une jeune mage aux cheveux blonds tressés en 2 nattes et au caractère bien trempé, mais aussi très têtue. Lorsqu'elle se lève pour défendre l'honneur de Tisaka devant les commérages de la foule. Io affirme que Tisaka est son maître et un professeur bienveillant qui aime toujours les gens. Il est donc impossible qu'il aide l'Empire à commettre des actes maléfiques. Touché par la constance d'Io et le lien profond qui les unit, Grand invite la jeune fille à se joindre au groupe pour rechercher Tisaka ensemble. Io accepte de les guider jusqu'à une zone minière abandonnée au fond du canyon, où elle perçoit les traces magiques familières de son maître. À leur arrivée, le paysage désolé et silencieux de la zone minière met tout le monde en état d'alerte maximale. Mais Io persiste à croire que son maître est là, et la jeune fille utilise son bâton magique pour ouvrir un passage secret menant sous terre. Le groupe tout entier s'avance prudemment plus profondément à l'intérieur et découvre un centre de recherche souterrain à grande échelle avec de nombreuses machines et équipements modernes fonctionnant à pleine capacité, prouvant que cet endroit n'est pas du tout abandonné. Leurs soupçons sont rapidement confirmés lorsque Dang et Sturm apparaissent, bloquant le passage avec leur sourire moqueur habituel. Mais cette fois, ils sont accompagnés d'une figure bien plus dangereuse, le Chevalier Noir. L'un des 7 légendaires chevaliers stellaires de l'Empire, vêtu d'une armure d'un noir de jet dégageant une intention meurtrière glaçante. Le Chevalier Noir, d'une voix grave et autoritaire, révèle que Tisaka est là. Il coopère volontairement avec l'Empire pour mener à bien un grand projet alliant technologie mécanique et pouvoir des esprits primordiaux. À ce moment précis, l'archiduc Tisaka apparaît sur un balcon élevé, regardant le groupe de Grand d'en haut, mais ses yeux sont sans âme et vides, comme si quelqu'un contrôlait son esprit. Io est folle de joie en voyant son maître et crie son nom à haute voix. Mais la seule réponse est le silence glacial et effrayant de l'enseignante qu'elle a toujours aimée et respectée. Tisaka ne dit pas un mot, mais pénètre silencieusement dans le cockpit d'une machine massive en forme de monstre d'acier, équipée d'armes lourdes et irradiant une énergie magique sombre.
La machine nommée Colossus se met en marche avec des grondements qui font trembler toute la chambre souterraine. Et Tisaka le contrôle pour se retourner et attaquer le groupe de grands sans hésitation, laissant Io sous le choc et dans une angoisse extrême. La jeune fille n'arrive pas à croire que son maître l'ait attaqué, alors elle se précipite en avant, les bras grands ouverts, essayant de le réveiller par la parole. Mais Colossus abat tout de même son bras de fer massif. Dans ce moment critique, ne tenant qu'à un fil, Grand parvient à se précipiter et à repousser Io et utilise son épée pour bloquer la puissante attaque de la machine. Mais la force irrésistible de Colossus l'envoie valser au loin. La bataille devient chaotique lorsque Dang et Storm rejoignent également l'attaque pour soutenir Colossus. Alors que le groupe de grands doit à la fois repousser les attaques incessantes de l'ennemi et trouver des moyens de protéger Io, qui est dans un état de choc extrême, le chevalier noir observe le combat avec calme et ordonne à Tisaka d'éliminer tous les intrus pour protéger les secrets du projet. Les amis sont acculés face à la puissance terrifiante de Colossus et à la cruauté de l'Empire, tandis qu'Io ne parvient toujours pas à accepter la cruelle vérité concernant son professeur. Bran et ses coéquipiers doivent trouver un moyen de vaincre cette machine de guerre, de sauver Tisaka et de le libérer de l'emprise des ténèbres. Une scène chaotique et extrêmement tendue se déroule dans les ruines souterraines où le groupe de grands affronte la machine colossale Colossus, contrôlée par l'archiduc Tisaka, qui a désormais complètement perdu la raison à musique et est plongé dans l'ambition folle de combiner le pouvoir de l'esprit primordial avec la mécanique pour créer des armes afin de protéger son pays, mais qui est en réalité manipulé par une force obscure, ce qui rend la petite Io extrêmement angoissée car elle doit assister à la transformation de son professeur bien-aimé en un étranger cruel, prêt à tuer sa propre apprentie chérie, qu'il aimait autrefois profondément. Malgré les cris d'Io cheval et ses supplications à son maître pour qu'il s'arrête, Tisaka ignore tout et ordonne à Colossus de lancer des attaques destructrices sur le groupe de grands, provoquant de violentes secousses dans toute la chambre souterraine et une pluie de pierres, menaçant d'ensevelir tout le monde sous les décombres. À ce moment-là, Grand et Catalina, accompagnés de Racom, doivent lutter pour repousser les coups de poing en acier de 1000 livres de ce monstre mécanique afin de protéger Lyria et Io dans ce moment désespéré. Les souvenirs d'un passé triste mais aussi chaleureux affluent à nouveau dans l'esprit d'Io, la ramenant à il y a 3 ans. Lorsque ses parents sont morts d'une épidémie, la laissant seule et perdue dans le vaste monde froid, sans savoir où aller. C'est durant les jours les plus sombres de sa vie qu'Io rencontra Tisaka, un homme à la carrure imposante et au visage féroce qui inspirait la peur à quiconque le regardait. Mais derrière cette apparence rude se cachait un cœur incroyablement gentil et chaleureux. Lorsqu'il ouvrit grand les bras pour embrasser la petite orpheline et la recueillir comme sa propre enfant. Io se souvient de la première fois où Tisaka a utilisé la magie pour créer de magnifiques fleurs à partir d'une fontaine, juste pour réconforter la petite fille et arrêter ses pleurs. Ces paroles, selon lesquelles les enfants sont l'avenir de la nation et qu'un pays où les enfants ne peuvent pas sourire n'a pas d'avenir, se sont gravées profondément dans son cœur, devenant le principe directeur de tous ses actes et de tous ses rêves par la suite. Revenant à la cruelle réalité, Tisaka continue de contrôler frénétiquement Colossus pour attaquer et déclare que ce pouvoir est nécessaire pour protéger les faibles des Cavoduches. Mais Io se dresse courageusement pour réfuter cet argument erroné, convaincu que son maître ne voudrait jamais blesser autrui pour atteindre ses objectifs et qu'il est aveuglé par quelque chose. Pendant ce temps, le chevalier noir, accompagné de ses 2 subordonnés Drang et Storm, observe la bataille d'en haut avec des expressions glaciales. Le chevalier noir révèle que Tisaka a été trompé et exploité par l'Empire pour mener à bien cette dangereuse expérience de fusion afin de s'emparer du pouvoir de Lyria. La bataille atteint son paroxysme lorsque Tisaka ordonne à Colossus d'utiliser sa plus puissante attaque pour achever le groupe de grands. Dans ce moment de vie ou de mort, Io n'hésite pas à se précipiter devant tout le monde et à utiliser toute sa puissance magique pour créer un immense bouclier de glace afin de bloquer l'attaque de la machine de guerre. La résilience et le courage d'Io semblent avoir affecté l'humanité restante à l'intérieur de Tisaka et même l'âme de Colossus, provoquant ainsi une déviation de l'attaque. Puis, au lieu de détruire le groupe de grands, la machine utilise son propre corps pour les protéger des énormes rochers qui tombent du plafond de la grotte à cause des répliques de la bataille. Lyria, grâce à son don d'empathie, a compris que Colossus ne veut faire de mal à personne, mais essaie en réalité de protéger Tisaka et Io à sa manière, tel un gardien fidèle. Et ce sacrifice a sorti Tisaka de son délire. Lorsque la poussière retombe et que le calme revient, le groupe de grands constate que Colossus a cessé de fonctionner. Tisaka est allongé, effondré près de la machine, avec une expression de remords extrême alors qu'il réalise les graves erreurs qu'il a commises envers son pays et envers son propre petit apprenti. Il avoue que, trop préoccupé par la sécurité de Volt face aux menaces extérieures, il a été aveuglé par les 12 promesses de l'Empire et a accepté de mener à bien cette expérience interdite. Mais il ne s'attendait pas à ce que le prix soit si élevé.
Tisaka serre Io fort dans ses bras et lui présente ses excuses en larmes. Il lui promet qu'il ne la laissera plus jamais endurer la solitude et la peur. Après que tout se soit réglé pacifiquement. Tisaka est emmené au palais pour être soigné et il donne à Elleria un cristal rouge brillant qui est le fragment d'étoile que Colossus a laissé derrière lui, servant à la fois de gratitude et d'indice menant à la prochaine destination du voyage pour trouver l'île des étoiles. Le groupe de grands, accompagné des Io, retourne en ville et se prépare pour le voyage à venir. Mais à ce moment-là, Io hésite, ne sachant pas si elle doit rester auprès de son maître ou suivre Grand pour réaliser son rêve de devenir une grande mage. Remarquant le dilemme de la jeune fille, Tisaka, bien que très triste de devoir se séparer de sa seule famille, retient ses sentiments et encourage Io à s'aventurer courageusement dans le monde pour apprendre et grandir, car il sait que la garder à ses côtés pour toujours ne ferait qu'entraver son développement. Il se souvient de la leçon d'il y a des années sur le sourire et encourage Io à utiliser son pouvoir magique pour apporter joie et bonheur aux gens du monde entier, comme il l'a fait autrefois pour elle. Touché par la tolérance et le noble sacrifice de son maître, Io décide de rejoindre l'équipage de Grand en tant que membre officiel. Elle porte la promesse de revenir lorsqu'elle sera devenue une mage talentueuse qui rendra son maître fier. Dans le port animé, où les gens vont et viennent au petit matin, tandis que le brouillard recouvre les chemins, les jeunes amis embarquent ensemble sur le Grand Diffé pour entamer un nouveau voyage semé d'embûches, mais non moins passionnant. Se dirigeant vers l'archipel d'Auguste, connu comme le paradis de l'eau et de la mer, le dirigeable glisse dans le vent, emportant les rires joyeux des jeunes amis et le regard confiant de Tisako qui observe depuis le balcon du palais. Dans le même temps, dans l'ombre, les dirigeants de l'Empire continuent de fomenter secrètement de nouveaux plans obscurs. Après l'échec du général Furious et la trahison de Tisaka, cela indique que la confrontation entre le groupe de Grands et l'Empire se poursuivra avec encore plus de férocité à l'avenir. Io n'est plus la petite fille timide et faible qu'elle était autrefois, mais elle est devenue une courageuse guerrière, un bâton magique à la main et un sourire radieux aux lèvres, prête à relever tous les défis pour protéger ceux qu'elle aime et apporter la paix à ce vaste monde céleste. Cachée au plus profond de la forêt dense, une ruine est découverte, abritant des artefacts terrifiants, notamment des crânes humains suspendus partout. Peut-être s'agit-il de personnes qui ont perdu la vie en explorant ces ruines. Cependant, deux filles font fi du danger, notamment la fille aux cheveux roses nommée Carva. Elle manifeste clairement son enthousiasme en entrant dans ces ruines. Marie est à sa poursuite. Elle se précipite à la suite de Carva, mais tombe dans un piège. Heureusement, Marie parvient à s'accrocher au bord de la fosse. L'énorme piège est si profond qu'il semble vouloir l'engloutir. Marie tremble en essayant de s'échapper. La porte menant aux ruines se referme peu à peu tandis que Carva n'a aucune intention d'aider Marie, ce qui elle t'inquiète. Après avoir lutté un moment, sa main s'agrippe à un arbre desséché. Sans se décourager, elle utilise rapidement toutes ses forces, s'appuyant sur cette voie pour se hisser. La porte s'abaisse progressivement, la distance au sol se mesurant en centimètres seulement. Carva lui fait un signe d'adieu, mais après des efforts incessants, la jeune fille parvient finalement à s'échapper de la gueule du piège et roule rapidement à travers la porte menant à les ruines. Les yeux de Carva s'écarquillent de surprise que Marie ait pu échapper au piège, tandis que Marie ne blâme absolument pas son amie, comme si c'était une situation très familière. Au lieu de cela, elle rappelle à Carva de faire attention. Carva affirme avec enthousiasme et insouciance que font ses têtes baissées à travers le danger et ce qui rend les ruines plus amusantes. À ce stade, Marie regrette de réaliser que coopérer avec Carva est véritablement une erreur. Leur conversation nous permet d'en savoir plus sur Carva. Elle est douée pour tendre des pièges, mais elle est complètement folle. Tout en se plaignant de cela, Marie ne réalise pas qu'elle vient de déclencher un piège. Un énorme rocher rond, aussi gros que le chemin tout entier, dévale la pente droit sur eux, ne leur laissant d'autre choix que de courir tout droit pour éviter d'être écrasés. La jeune fille aux cheveux bruns panique, reprochant à son amie de ne pas l'avoir prévenue plus tôt, tandis que Carva rit des excitations. La nuit tombe dans une taverne bondée. Sirkar remercie chaleureusement le groupe de l'avoir aidé à ouvrir une boutique sur l'île plus tôt que prévu. Quant au groupe de grands, avant de partir pour Auguste, ils doivent faire un détour par l'île pour s'approvisionner en eau et en provisions. Pour les remercier, Siro les a invités dans sa boutique pour acheter des fournitures à prix avantageux. Siro leur demande de lui accorder 2 ou 3 jours pour se préparer. Siro mentionne une ruine qui vient d'être découverte dans la forêt. Le groupe de grands décide donc de prendre une carte à sœur et de se diriger vers la forêt pour explorer les ruines. Après de longues recherches, ils arrivent enfin aux ruines antiques. Catalina leur rappelle d'être prudents. Lyria ouvre la voie dans les ruines, mais après seulement 2 pas, le sol de pierre sous elle s'effondre soudainement, piégeant son corps. À ce moment-là, Grand reprend ses esprits et se précipite vers l'endroit où se trouve Lyria, mais il se retrouve face à la même situation. Puis, un par un, Catalina, Racom, Io et Ven se retrouvent piégés.
Que le poids important du groupe provoque l'ouverture du trou, faisant tomber tout le monde. Sous le sol en pierre se trouve un vaste espace dangereux parsemé de stélacites acérés qui pourraient ôter la vie à n'importe qui. Grand tente d'attraper la main de Lyria, mais n'y parvient pas, et elles tombent toutes les deux dans deux trous géants différents. Le trou transporte Grand dans un autre espace entouré de nombreux petits trous différents. Racom et Io tombent également de l'un de ces trous. Ailleurs, tandis que Ven et Catalina discutent de la façon de retrouver le groupe de Grand, Lyria semble pressentir quelque chose. Guidée par ses cheveux antennes, une créature ressemblant à quelque chose surgit d'un trou qui s'ouvre à une vitesse incroyable, mais est rapidement coupée en deux par l'épée rapide de Catalina. Peut-être parce que leurs vies sont liées, Grand perçoit elle aussi la présence de Lyria. Le groupe au complet s'apprête à suivre la direction indiquée par Grand. Soudain, du fond de ce tunnel profond et plongé dans l'obscurité, le bruit de l'eau qui se précipitait avec une force incroyable, Io déploie rapidement sa magie pour les protéger. Lorsque l'eau se retire, le groupe pénètre dans le tunnel. De retour dans le groupe de Lyria, il lutte également contre de dangereux pièges dans le tunnel. Lyria manque de tomber dans un piège rempli de pics géants, mais heureusement Vienne la tire en arrière juste à temps. Cependant, Lyria perçoit la présence de Grand partout, mais ne peut s'en approcher. Vienne dit que Grand est le maître de l'égarement, alors peut-être qu'il ne les retrouvera pas. Quant à elle, l'équipe de Grand, Io et Racom continuent de se disputer car Io ne veut pas que Racom la traite comme une enfant. Cette scène fait rire Grand, qui se souvient de ses explorations de grottes avec Ven, lorsqu'ils se disputaient de la même manière. Soudain, un bruit assourdissant secoue tout le tunnel, comme si quelqu'un se battait. Ce sont les deux jeunes filles, Carva et Marie, qui sont attaquées par un monstre géant les empêchant d'atteindre l'endroit où se trouve le trésor. Marie se précipite dans la poussière, grimpe sur le bras du monstre et lui lance une bombe explosive en plein sur la tête, le faisant s'effondrer. Mais le monstre n'est pas gravement blessé et, enchaînant les coups de poing, se précipite en avant. Pris au dépourvu par l'attaque, Carva ne peut esquiver et semble sur le point de mourir lorsqu'une lame d'épée acérée surgit de nulle part, bloquant le coup de poing du monstre et sauvant Carva. Il s'agit de Grand en personne. Le groupe de Grand et le groupe de Carva unissent donc leurs forces pour combattre le monstre ensemble. Puisque ce monstre est fait de sable, les blessures infligées ne l'endommagent absolument pas. Grand se rend compte que le point faible de ce monstre est l'eau, car l'eau va solidifier le sable. Il demande donc à Io d'utiliser sa magie pour créer une masse d'eau géante pendant que les autres la distraient. Lorsque la masse d'eau est suffisamment importante, Racom et Carva tirent dessus, la faisant exploser. Saisissant cette opportunité, Grand et Marie lancent des attaques puissantes. Marie rate son lancer de bombe, mais Grand la rattrape à temps et la lance sur le monstre, le faisant exploser en un tas de sable. Soudain, surgissant de nulle part, Catalina, Vienne et Laria tombent d'en haut sur ce tas de sable. Et voilà, toute l'équipe est réunie. Finalement, la porte que gardait le monstre des sables s'ouvre. À l'intérieur, des trésors d'or et d'argent scintillent de 1000 feux, illuminant la pièce. Grand remarque une épée, et lorsqu'il la retire de la montagne d'or, cette épée émet une lumière dorée éblouissante. Lorsque la lumière s'éteint, toute la ruine disparaît. Le tas d'or se transforme en tas de sable, provoquant un cri de choc et de désespoir chez Marie. Dans la taverne, Marie a beaucoup bu et se plaint de la disparition du trésor. Siro annonce que le client ne les paiera pas pour cette mission et leur offre l'épée ainsi que des provisions gratuites. Mais le groupe entier refuse car ils n'attendent rien en retour. Grand offre l'épée à Marie et Carva puisque le trésor a disparu. Mais Marie refuse car Grand a sauvé quelque chose de plus précieux qu'un trésor à ses yeux. Carva elle-même. Émue, Carva serre Marie fort dans ses bras. Dans la mystérieuse chambre de recherche froide avec de grands réservoirs en verre contenant des étranges liquides, les habitants de l'Empire utilisent le pouvoir de la pierre violette pour servir leurs sombres desseins. Tout en haut, le commandant Palmer observe et annonce avec suffisance que l'expérience est terminée. Juste après, un soldat en armure lourde s'approche et lui murmure quelque chose, ce qui fait que Palmer déclare avec joie que l'occasion d'être innocenté est arrivée. À l'extérieur du centre de recherche se trouve un espace sombre dans l'épaisse nuit. Aux alentours de cette zone se trouvent des canalisations qui déversent directement dans l'environnement un liquide violet foncé scintillant, rempli de bulles dangereuses. Changement de scène. Lyria se retrouve à marcher sur un chemin maculé de sang dans un espace infini, entouré des immenses bibliothèques. Au centre de la pièce se trouve une jeune fille aux longs cheveux ondulés, assise sur une pile de livres aussi haute qu'une montagne. La jeune fille feuillette les pages du livre puis le referme brusquement. Surgissant de nulle part un à un, Grand, Catalina, Racom, Éolé et Ven s'effondrent, apparemment sans vie. Lyria panique et appelle tout le monde, mais il n'y a pas de réponse. La jeune fille se retourne lentement et Lyr réalise qu'il s'agit d'elle-même. Lyria se réveille soudainement grâce à la voix de Grand. Elle s'enquiert précipitamment de l'état de santé de chacun. Comprenant que Lyria a fait un cauchemar, Grand la réconforte doucement,
elle aidant à se calmer. Sur le pont du navire, Io annonce qu'ils ont repéré un musique l'île suivante. Le dirigeable glisse doucement à travers le ciel d'un bleu profond, écartant délicatement les nuages blancs. Vu de loin, l'île d'Auguste subjugue tout le monde. Selon Catalina, il s'agit du plus grand territoire de la région de Fentran et également de la seule île ayant un accès à la mer. Contempler l'île entourée par l'immensité de l'océan, que le magnifique paysage romantique qui s'offre à leurs yeux enthousiasme toute l'équipe. Io et Lyria expriment avec enthousiasme que c'est la première fois qu'elles voient autant d'étaux. Racom taquine Io pour qu'elle ne s'emballe pas au point de tomber du navire. Voir Lyria discuter joyeusement avec Io. Catalina est également heureuse car, avant cela, Lyria n'avait pas d'amis. Peu de temps après, Racom annonce leur atterrissage. Io est stupéfaite et inquiète lorsqu'elle voit Racom diriger le navire plongeant vers un musique la surface de l'eau. Le frottement entre le navire et la surface de l'eau provoque la formation d'un nuage de vapeur qui recouvre l'ensemble du bateau d'un brouillard blanc. Lorsque la brume se dissipe, la lumière du soleil illumine tout le ciel. Et devant eux se trouve la magnifique île d'Auguste. Même s'ils ont débarqué, Io n'est toujours pas remis et en tient Racom pour responsable, ce qui le fait taquiner en lui disant qu'Io n'a jamais vu un navire flotter auparavant. Ils recommencent donc à se disputer. Cette scène familière fait rire Lyria. Catalina suggère de trouver un endroit pour se reposer dans la ville voisine lorsque soudain Lyria perçoit une faible présence d'une bête primitive. Mais elle ne sait pas ce qu'elle veut dire. Le groupe entier suit l'odeur jusqu'à l'autre côté de la plage et aperçoit des masses solides dégageant une odeur semblable à celle du liquide musique émis par le centre de recherche de l'Empire. Grand remarque de la fumée noire qui s'élève de la paroi de la falaise. De nulle part, un groupe de personnes à bord d'une barque s'approche et les avertit que la fumée est très nocive pour la santé. Un homme portant un cache-œil sur le bateau reconnaît Racom. Racom reconnaît également qu'il s'agit de son vieil ami Eugène. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Eugène les prend pour une famille et pense que Catalina est la femme de Racom, ce qui oblige Catalina à s'expliquer précipitamment. Racom explique à son ami qu'ils sont des voyageurs du ciel et que Grand est le capitaine. Eugène les invite en ville. Il était auparavant lui aussi un voyageur céleste, mais il travaille actuellement comme mercenaire car sa patrie est en difficulté en raison des combats avec l'Empire Urst. Racom est sous le choc et n'arrive pas à croire que la situation soit devenue pire que ce que les rumeurs laissaient entendre. Mais Eugène déclare avec assurance que les citoyens d'Auguste chasseront l'Empire et qu'elle ramènera une vie paisible. Il croit que le dieu Léviathan protégera la mer et conseille à chacun de prier pour recevoir les bénédictions de la divinité. Eugène est surpris et s'exclame que l'équipe de Grand est très ambitieuse lorsqu'il apprend qu'il prévoit de traverser le sinistre bassin pour atteindre la dangereuse Estalucia. Une fois le bateau passé le poste de garde, la joie se lisait sur tous les visages. Lorsqu'il voit la magnifique capitale, Madzeria, avec ses splendides bâtiments semblables à des palais. En s'enfonçant dans la ville, l'atmosphère animée qui se dégage de la façon dont les gens vivent et travaillent fait que le groupe de Grand apprécie encore plus cet endroit. Le calme qui règne ici les empêche de croire qu'une guerre est en cours. Eugène explique qu'ils font preuve d'un esprit indomptable en ne renonçant pas. Finalement, le groupe arrive à son lieu de repos. Mais soudain, une personne blessée arrive et signale que des monstres apparaissent sur la plage. Cela surprend Catalina, qui ne s'attendait pas à ce que des monstres apparaissent même en ville. Io se précipite vers la personne blessée et utilise la magie pour la soigner. La plaie, qui saignait abondamment, est immédiatement refermée. Eugène est formidable. Io propose son aide pour soigner les blessés, ce qui émeut Eugène, qui accepte immédiatement car les habitants ne sont pas entraînés au combat et subissent donc de lourdes pertes. Catalina se porte volontaire pour entraîner l'armée. Racom prend les commandes du navire. Voyant que tout le monde a des tâches à accomplir, Grand et Lyria sont très enthousiastes et Eugène leur demande d'aller faire les courses. Et voilà, toute l'équipe se disperse pour aider Eugène sans se soucier de se reposer après ce long voyage. Grand et Lyria profitent des visites touristiques de la ville tout en faisant du shopping. Ils se faufilent à travers les ruelles et les rues pour entrer dans différentes boutiques. L'odeur alléchante des aliments portés par le vent la rend irrésistible, entraînant Grand vers la mer. Voyant leur proximité, le vendeur pense qu'ils forment un couple venu à Guste pour se retrouver. Quant à Racom, Uclès se demande pourquoi Racom a laissé Grand prendre les rênes du Grand Diffé, car c'est sans précédent. Racom sourit et répond car Grand est d'une franchise effrayante. À ce moment-là, Io et Vienne ont également terminé leur travail, pensant pouvoir se reposer et dîner, mais tout le groupe est horrifié d'apprendre que Catalina est en train de cuisiner. Alors qu'Uclès ne comprend toujours pas ce qui se passe dans la cuisine, Catalina a déjà tout fait sauter. Changement de scène pour Grand et Lyria. Lyria est attirée par une bijouterie. Le vendeur explique que ces bijoux, s'ils sont portés, seront protégés par la divinité gardienne. Après avoir examiné attentivement,
Le regard de Lyria s'arrête et se fixe sur une barrette bleue finement sculptée en forme de vague avec une petite fleur attachée. Le vendeur affirme que cette pince à cheveux aidera à créer des relations profondes avec les autres. Voyant Lyria fascinée par cette barrette, Grand décide de la lui acheter. Il fixe délicatement la mèche sur les cheveux doux de Lyria et la complimente en disant qu'elle lui va très bien. Tandis qu'ils savourent leur bonheur au loin, des soldats impériaux les observent. Soudain, qu'il se met à pleuvoir. Les deux jeunes filles se mettent rapidement à l'abri de la pluie, ce qui rappelle à Lyria le souvenir de sa première sortie shopping, et Catalina lui avait offert un journal intime. Lyria remercie également Grand de lui avoir offert la très jolie barrette et promet de la chérir. Après la pluie, le ciel est de nouveau bleu et la douce lumière du soleil filtre à travers chaque mèche des cheveux turquoise de Lyria, la rendant radieuse. Grand rassemble tout son courage, voulant dire quelque chose, mais il n'y arrive pas. N'oublions pas qu'il reste encore un article à acheter. Puis se dirige rapidement vers le dernier magasin. En chemin, il croise une femme étrange. Elle rappelle mystérieusement à Grand de faire attention. Quand il s'arrête, cette femme a disparu dans le ciel. À l'heure actuelle, de nombreux citoyens s'inquiètent en apercevant des vaisseaux de guerre impériaux entrer dans la ville. À ce moment précis, Lyria s'admire à travers une vitre lorsqu'elle est kidnappée par les hommes de l'Empire. Pressentant le danger, Grand retourne immédiatement chercher Lyria, mais elle a disparu, ne laissant derrière elle que le sac de courses éparpillé sur le sol. Sur le bateau de l'Empire, Lyria se débat, mais elle est maîtrisée par les soldats grâce à la pierre violette. Après avoir cherché, Grand découvre le bateau transportant Lyria. Bien qu'il tente de le rattraper en sautant de toit en toit, Grand ne parvient toujours pas à atteindre le bateau et se retrouve bloqué par une porte en fer géante. Pour l'instant, le chemin de Grand est bloqué. Il ne peut plus poursuivre. Le bateau disparaît peu à peu de sa vue, et Grand ne peut que regarder le bateau s'évanouir. À ce moment précis, il aperçoit dans le ciel 3 navires de guerre en mouvement. Ils ouvrent le feu sur les bâtiments environnants, provoquant des destructions partout. Bâtiments en ruine, poudre à canon, fumée qui s'élève. De ce côté, Lyria est retenue captive par le peuple de l'Empire. Palmer ordonne aux soldats de faire leurs bagages et de se préparer à partir. À ce moment-là, les citoyens alentours prennent la parole, maudissant les habitants de l'Empire, affirmant qu'ils ont pollué l'environnement et qu'ils veulent maintenant détruire leur ville. Face à une telle scène, Lyria intervient, les suppliant de ne pas faire preuve de cruauté envers les innocents présents. En entendant cela, Palmer se tourne vers elle et dit « Si elle n'était pas venue ici, si elle ne s'était pas échappée, alors il n'aurait rien fait à ces gens. » En entendant cela, elle est choquée. Palmer poursuit. Il lui ordonne d'arrêter de résister et de coopérer docilement avec eux pour le bien des habitants. Lyria répond qu'elle ne veut pas leur laisser. Palmer lui demande pourquoi. Elle répond qu'elle souhaite poursuivre le voyage avec le groupe de Grand et Catalina. En entendant cela, il la refuse calmement. Lyria ne comprend toujours pas pourquoi elle ne peut pas être libre. Palmer lui dit qu'elle n'est qu'un outil laissé par les êtres astraux pour tout détruire. Il dit cela en levant son arme pour tirer sur les citoyens. Il dit qu'elle et cette arme ne font pas exception. Ce sont 2 choses utilisées pour ôter la vie à autrui. Lyria panique et s'écrie qu'elle n'est pas un outil et qu'elle ne sera pas comme ça. En entendant cela, Palmer s'avance. Musique, il prend la fiole des mains d'un soldat. Il dit qu'il l'aidera à se souvenir. La pierre contenue dans le flacon émet une lumière violette. Il projette cette lumière dans ses yeux. Non seulement elle, mais à cette époque, il y avait de nombreuses expériences similaires. Il lui demande si elle se souvient de ce qui est arrivé à ces expériences. Ce qu'elle leur a fait. La lumière violette réagit avec les yeux de Lyria. Ses yeux s'illuminent, faisant ressurgir un souvenir oublié. Dans sa mémoire apparaît l'image d'un troupeau d'animaux gisant entassés sur le sol. Elle se tient le visage avec douleur et pleure. En la voyant ainsi, Palmer ne fait que confirmer une fois de plus qu'elle est un instrument de destruction. Ces paroles sèment la confusion chez Lyria. Elle se demande si elle ne peut pas être avec eux. Tout en l'écoutant parler, elle imagine le scénario dans lequel elle pourrait mettre en danger le groupe de Grand. Elle est effrayée et confuse. Elle baisse la tête. Elle veut être avec eux. Palmer prend la parole. Elle ne peut être qu'avec eux car eux seuls peuvent contrôler son pouvoir. Après avoir dit cela, il tend la main, arrache la pince à cheveux et la broie. Son acte provoque également la rupture de la confiance qu'elle avait en elle. Elle s'agenouille pour ramasser les morceaux cassés de la pince à linge en pleurant. À ce moment-là, Grand les rattrape. Il terrasse chaque soldat un par un. Il la voit agenouillée par terre et l'appelle par son nom. Lyria, entendant sa voix, lève les yeux, le visage couvert de larmes. À ce moment précis, un dragon surgit de la pleine mer et attaque les alentours. Le vaisseau de guerre de l'Empire est également détruit par celui-ci. Palmer, effrayé, se penche et demande à Lyria si elle a l'intention de tout anéantir. Grand profitant de sa distraction,
il repousse tous les soldats qui l'entourent. Il bondit et envoie Pomé à la mer d'un coup de pied. Il court vers Lyria et l'appelle, mais elle ne répond pas. À ce moment-là, le groupe de Catalina et Vienne arrive également en courant et remarque que Lyria se comporte étrangement. À ce moment précis, le dragon des mers entre dans une rage folle, comme s'il voulait attaquer. Grand s'empare immédiatement d'une arme. Il leur remet Lyria en leur disant de la prendre rapidement et de s'enfuir, mais il l'arrête car il est blessé. Et ils ignorent également l'état de Lyria. Il devrait partir en premier. En entendant cela, Grand acquiesce et range son arme, qu'à ce moment précis, le dragon de la mer les regarde et rugit. Un grand déluge se lève, submergeant tout. Tout le monde coule dans l'eau. Ils se réveillent. C'est Rosetta qui les a sauvés. Ils regardent vers la mer. Et à cet instant précis, la marée s'est retirée. Le dragon est lui aussi retourné à la mer. Et l'état de Lyria est préoccupant et ils doivent la mettre en sécurité. Tous les membres du groupe de grand-mère sont blessés et sont emmenés pour recevoir les premiers soins. Partout dans le château, on entend que des citoyens blessés. Grand termine les premiers soins et se rhabille. Vienne, assis à proximité, lui demande si ça va. Grand secoue simplement la tête puis demande des nouvelles de Lyria. En voyant Lyria allongée sur le lit, Grand murmure son nom, le visage triste. Catalina dit que Lyria semble dormir, mais quoi qu'il fasse, elle ne se réveillera pas. La magie de guérison ne peut pas non plus la réveiller. À ce moment-là, Rosetta entre et leur explique que le dragon est la divinité gardienne de cette île. Léviathan, la grande bête primordiale qui règne sur les mers. Rosetta explique que c'est parce que les expériences de l'Empire ont affecté l'environnement, ce qui a provoqué la mutation de Léviathan dans cet état. Après avoir entendu son explication, il lui demande si le comportement de Lyria est dû à ce dragon. Rosetta dit non. Elle dit que Lyria est actuellement en désordre. Lyria a activement fermé son cœur pour protéger quelque chose et a tout caché afin que la magie ou la médecine ne puisse pas l'aider. Il n'y aura qu'un seul moyen de l'aider à se réveiller. Si on la force à se réveiller, elle dormira d'une autre manière. Tous ceux qui apprennent la nouvelle sont choqués et inquiets. À ce moment-là, Catalina prend la parole et dit « Peut-être que Grand peut aider Lyria. Sa vie est liée à celle de Lyria. Il ignore également ce que lui seul peut faire. » À ce moment-là, Rackham prend la parole pour les arrêter. Il demande à Rosetta si elle suit les ordres du Chevalier Noir. Elle ne répond pas, elle se contente de le regarder et de sourire. Grand, témoin de la scène, intervient. Il affirme que Rosetta n'est pas leur ennemi. Elle les a sauvés à maintes reprises. Rosette ne parle pas pour expliquer. Elle dit seulement qu'elle sait comment sauver Lyria musique et qu'elle laissera Grand choisir ce qu'il veut faire. Après avoir dit cela, elle se retourne et s'en va. Rackham la trouve très méfiante. À ce moment précis, quelqu'un entre pour signaler que la mer à extérieure se déchaîne. Eugène et Rackham partent vérifier. Dans la pièce, il ne reste plus que Grand et Catalina. Les deux sont assis près du lit de Lyria. Grand raconte ce qui s'est passé cet après-midi-là. Il pense que ces gens lui ont fait quelque chose. À ce moment-là, il a également entendu Palmer dire que Lyria allait tout anéantir une fois de plus. Il se demande ce qui s'est passé exactement. Catalina, entendant cela, reste silencieuse sans répondre. Il l'appelle une fois de plus par son nom. Catalina raconte alors lentement que c'est quelque chose qui s'est passé avant qu'il ne rencontre Grand. Les expériences de l'Empire avec Lyria ont également eu un résultat similaire à celui d'aujourd'hui. L'armée royale avait mené des recherches sur la lyrie et les cristaux magiques dans le cadre du programme de développement d'armement de l'Empire. Sur une île inhabitée, plusieurs monstres, après avoir reçu des cristaux, sont devenus fous furieux en voyant Lyria. Dans cette situation, Lyria invoqua un pouvoir mystérieux qui provoqua la désintégration de l'île entière. Tout s'est effondré à cause de ça. Lyria a été isolée et emprisonnée sous surveillance afin d'éviter qu'elle ne perde à nouveau le contrôle. Et Catalina était la personne que l'Empire avait chargée de la protéger. À cette époque, Lyria était comme une machine. Mais Catalina découvrit que Lyria ne savait tout simplement pas comment exprimer ses émotions extérieurement. Trouvant la jeune fille très pitoyable, Catalina commença à lui enseigner d'autres choses, lui faisant comprendre la joie et la tristesse. Grâce à Catalina, Lyria commença à s'intéresser au monde extérieur. Incapable de supporter de voir Lyria emprisonnée ainsi, Catalina a planifié et agi pour trouver un moyen de la faire sortir. Et c'est aussi à cette époque que Lyria a rencontré Grand. Grâce à Grand, Lyria a découvert beaucoup plus de choses et elle est devenue beaucoup plus heureuse qu'avant. Après avoir entendu leur histoire, Grand se sent coupable de ne pas avoir pu la protéger. Il présente ses excuses à Catalina pour son impuissance. Catalina, en entendant cela, déclare avec colère que la responsable de tout devrait être elle, mais que cette affaire a blessé Grand. Sa voix est empreinte des autosabotages, mais surtout d'impuissance. Pourquoi Lyria doit-elle endurer tant de choses? Elle explique alors à Grand que ce qu'il a fait pour Lyria est un salut.
il a déjà accompli tellement de choses. Après avoir dit cela, elle dit à Grand d'aller se reposer pendant qu'elle reste avec Lyria. Vienne, le voyant, s'enquiert de l'état musical de Lyria. Il secoue simplement la tête. Grand s'approche alors de Vienne et lui fait part de sa confusion. Il ne sait pas quoi faire pour Lyria en ce moment. Il ne comprend pas non plus ce que Lyria protège. Après avoir entendu cela, Vienne lui dit qu'il devrait l'écouter. Peut-être qu'elle partagera tout avec lui, car après tout, ils ont partagé leur vie, n'est-ce pas? Dis-lui ce que tu as envie de lui dire. Elle reviendra certainement. Après avoir entendu les paroles de Vienne, les yeux de Grand s'illuminent comme si elle avait trouvé le bon chemin à suivre. Grand court à la recherche de Rosetta. Elle dit qu'elle ne sait pas ce qui va se passer. Il hoche toujours la tête avec détermination. Eugène accepte de l'y emmener. Ils le soutiendront pleinement et créeront les meilleures conditions pour qu'il réussisse. À ce moment-là, Io arrive en courant et déclare qu'elle les accompagnera et qu'ils n'ont pas le droit de la laisser derrière. Cette nuit-là, ils se préparent à partir à la recherche d'un moyen de sauver Eleria. La destination est la forêt dense de l'archipel des Lumi. La faible lueur de l'aube éclaire le dos de ces personnes, comme pour annoncer un voyage plein d'espoir. Personne ne sait comment ce voyage se terminera, mais leur amitié les aidera peut-être à surmonter tous les obstacles et à sauver Eleria pour qu'elle se réveille. Le navire prend la mer, emportant avec lui la foi de tout le groupe. Racom, tout en pilotant le navire, regarde Rosetta debout à l'arrière et lui dit de ne rien faire de suspect. Il ne lui fait toujours pas confiance. Vienne fait le tour de la cabine du navire en regardant. Catalina est assise à côté de Lia. Il part ensuite à la recherche d'Ao. Elle travaille assidûment sur quelque chose et il s'approche d'elle. Le groupe de grand-mère se réunit sur la terrasse. Le navire est arrivé à destination. est l'île de Lumatie, également connue sous le nom des îles oubliées. À ce moment précis du rêve de Lyria, alors qu'elle est portée par Catalina, elle se voit courir dans un château vide, sans âme qui vive. Elle veut que tout le monde soit à ses côtés. Soudain, elle trébuche et tombe. En levant les yeux, elle voit Catalina, Vienne, Racom et Io qui la regardent. Elle regarde tout le monde avec un sourire. Une main se tend devant ses yeux. C'est grand. Elle tend la main pour prendre la sienne, quand soudain tout le monde se transforme en pierre et se brise. Lyria est sous le choc. Les paroles de Palmer résonnent à nouveau dans son esprit. Elle n'est qu'un instrument de destruction. Sous ses yeux apparaît l'image du groupe de grands gisants effondrés dans des flaques de sang. Elle est manipulée par les pensées qui lui traversent l'esprit. Elle fera du mal à tout le monde. La pince à son oreille se brise. Elle s'agenouille péniblement. Lyria se demande pourquoi elle ne peut pas être avec tout le monde. À l'extérieur, musique a commencé à descendre vers l'île. Rosetta les conduit dans une forêt verdoyante et luxuriante. Il y a un grand arbre qui brille. C'est le lieu capable d'éveiller et d'apaiser Lyria. Après avoir parlé, Rosetta crie en direction du grand arbre. Apparition. Sur ce grand arbre apparaît soudain un être qui est la bête primordiale, le gracieux gardien de la forêt. En entendant quelqu'un appeler, un faisceau lumineux jaillit, obligeant tout le monde à plisser les yeux. Dracel rétrécit, saute à terre et se précipite pour embrasser Rosetta. Les voir tous les deux enlacés. Le groupe de grands est abasourdi et remarque qu'ils sont très proches. Drazel regarde vers Lyria. Elle constate que Lyria est gravement blessée. Grand prend la parole et la supplie de sauver Eleria, puis il baisse la tête. Les autres inclinent également la tête en le suivant. En les regardant, Yggdrasil sourit doucement. Elle étend la main et libère une énergie qui transforme une pousse en un chemin solide les menant de l'autre côté. Il dépose Lyria sur la plateforme de pierre. Rosetta dit qu'ils vont l'envoyer dans la conscience de Lyria. Leurs consciences se rencontreront. Yggdrasil l'aidera. La première chose qu'il doit faire, c'est retrouver Lyria. La suite ne dépend que de lui. À ce moment-là, Io l'appelle et lui remet un objet. C'est l'accessoire que Lyria attache toujours dans ses cheveux. Il s'avère qu'elle l'a réparé. Pensant que cet objet était très important pour Lyria, elle l'a réparé en secret. Elle a été réparée avec beaucoup de soin. Tout le monde encourage grand-mère. Tout dépend de lui. Yggdrasil utilise son pouvoir pour envoyer Grand dans la conscience de Lyria. Ouvrant les yeux, il apparaît dans un espace sombre entouré d'eau et de grandes étagères à livres. Il trouve Lyria parmi les ronces épineuses. Elle est assise là, dos à lui. Grand s'approche et l'appelle par son nom. Avant même qu'il puisse parler, Lyria prend la parole la première, déclarant qu'elle ne parvient pas à reconnaître ses sentiments malgré le fait qu'ils aient voyagé ensemble pendant tout ce temps. Avant qu'il puisse parler, elle poursuit en disant que peut-être ces livres sont ses souvenirs. Maintenant, même elle-même n'ose plus les affronter. En entendant cela, Grand est choquée. Elle tient à la main un journal intime, dans lequel est consigné tout ce dont elle se souvient. Elle a oublié quelque chose de très important. Lyria ouvre le livre qu'elle tient à la main, replongeant dans un autre espace de souvenirs.
C'est le jour où Lyria a affronté les bêtes démoniaques. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé ce jour-là. Elle se souvient seulement d'avoir eu très peur et d'avoir vu apparaître une vague de puissance qui a tout détruit. Elle pense que c'est entièrement de sa faute. Grand n'est pas encore sorti d'affaire face aux émotions liées au fait d'avoir été témoin de ce souvenir. En l'entendant dire cela, il prend la parole. Ce n'est pas de votre faute. L'Empire vous a forcé à le faire. Avant qu'il ne puisse continuer, Lyria prend la parole. C'est là son pouvoir. Elle est un instrument de destruction. Lyria est convaincue que tous les problèmes rencontrés durant leur voyage sont de sa faute. Tout en parlant, elle sanglote, persuadée de leur avoir fait du mal. Grand prend la parole pour lui expliquer que son pouvoir a sauvé les villes qu'ils ont traversées et toutes les personnes qu'ils ont rencontrées. Après avoir entendu cela, Lyria mentionne Catalina. Avant, elle était la meilleure chevalière de l'Empire, et maintenant elle doit endurer la traque, et même Grand a dû mourir à cause d'elle. Voir Lyria pleurer en se blâmant parce qu'elle pense avoir détruit son avenir musical et celui de Catalina choque Grand. Il lui demande si elle a toujours pensé comme ça. Lyria s'exclame qu'elle ne veut pas faire de mal à ceux qu'elle aime. Après qu'elle ait fini de parler, une force tire Grand vers le haut, voulant qu'il parte d'ici. Grand panique et lui crie à plusieurs reprises d'arrêter, mais Lyria ne répond pas. À ce moment précis, Grand est presque arraché à la conscience de Lyria. Puis il jette à côté d'elle l'accessoire qu'Io a réparé. Lorsqu'Elleria aperçoit la barrette devant elle, elle tend la main pour l'attraper. La force qui tirait Grand s'arrête également et il est descendu au sol. Il lui dit qu'Io et Ven l'ont réparé. Lyria lève les yeux vers lui. Grand sourit et s'assoit à côté d'elle. Il lui dit qu'elle n'a rien détruit. Nous sommes toujours connectés les uns aux autres et la personne qui a créé cette connexion est Yuria. Lyria le regarde, choquée. Il lui dit que l'avenir n'est pas détruit et qu'ils le construiront ensemble. Après avoir dit cela, il lui tend la main. Allons-y. Tout le monde nous attend encore. Lyria, les larmes aux yeux, prend sa main. En réalité, leur corps émet une lumière dorée. Debout devant le chemin menant à l'extérieur, Grand dit à Lyria. La prochaine fois, je te protégerai. Alors Lyria, fais de même pour moi. Après avoir dit, alors ils se tiennent fermement la main. Lyria se réveille et présente ses excuses à tout le monde. Catalina l'enlace avec joie. Tout le monde est content et peut donc poursuivre son voyage. Avant même qu'ils aient pu profiter longtemps de leur bonheur, le bruit des canons retentit autour d'eux. Dans le ciel apparaissent les vaisseaux de l'Empire. À ce moment-là, le groupe de Palmer est également apparu sur l'île. Le groupe de Grand apparaît également. Vous ne détruirez pas cette île. En voyant Lyria, Palmer rappelle à Catalina de ne pas oublier à quel point elle est dangereuse. Aux yeux du peuple de l'Empire, Lyria est perçue comme un outil, et non comme un être humain. Ainsi, à leurs yeux, Lyria est toujours une arme dangereuse. Catalina, entendant cela, réfute ses propos avec colère. Lyria a éprouvé du bonheur et peut désormais contrôler son pouvoir. Elle n'est pas un instrument de destruction. Le groupe de Grand prend la parole pour protéger Elleria. Ceux qui détruisent, c'est l'Empire. Leurs expériences ont pollué la mer, affectant l'environnement de vie des humains. Palmer, voyant qu'ils ne veulent pas lui remettre Lyria, sort la boîte contenant la pierre violette. L'influence de la pierre rend les bêtes violentes. Il se précipite à l'intérieur, avec l'intention d'attaquer le groupe. À cet instant précis, des lianes jaillissent du sol et détruisent toutes les bêtes. C'est Rosetta. Lyria pose sa main sur le dos de Grand, lui transmettant de l'énergie. Avec le soutien de tous, Grand se précipite en avant et fait tomber la pierre que Palmer tenait à la main. La pierre est tailladée et brisée par Grand, puis disparaît. Palmer est terrassé, affalé sur le sol. Il dégaine son arme, voulant tirer sur Grand, mais son arme est projetée au loin par une force qui est Tiyama. Elle se tient derrière Grand-mère pour le protéger. Sous la protection de tous, Lia crie qu'elle n'aura plus peur car la confiance de chacun lui donnera la force de les accompagner dans le voyage à venir. Tiyama déploie son pouvoir, repoussant Palmer et les soldats impériaux hors de l'île. Lyria la remercie. Elle se tourne vers Lyria puis disparaît, retournant dans le corps de Lyria. À ce moment-là, il constate que Rosetta a disparu. Ils lui sont très reconnaissants. Nous la reverrons certainement. Lyria leur raconte l'histoire de son évanouissement. Elle entendit la voix de Léviathan. Elle a déclaré vouloir protéger tout le monde et les habitants de l'île. Mais, en raison de l'impact environnemental, son corps et son esprit ne pouvaient le supporter. Il était même incapable de se protéger lui-même. Elle veut l'aider. Tout le monde est d'accord avec son opinion et la soutient. Lyria est surprise et heureuse de recevoir leur soutien. Le groupe de Grand et Lyria embarquent à bord du navire pour rentrer et poursuivre son voyage. En contrebas de l'île, Rosetta observe leur silhouette et sourit. Elle croit que Grand réussira car il est le fils de la personne qui l'a invité à entreprendre ce voyage intéressant. Sous la canopée de la forêt de Lumacie, Rosetta sourit doucement, regardant le vaisseau s'estomper peu à peu.
Mais au fond de ses yeux se cache un secret inavoué. Qui est-elle exactement dans le lien entre Yggdrasil, la forêt et même le père de Grand? À Auguste City, Léviathan semble devenir fou furieux, attaquant les habitants de la ville. Les armes et les balles ordinaires ne peuvent résister à la puissance du Léviathan. À cet instant précis, l'air est envahi par la fumée. Un chevalier géant apparaît, se dressant devant lui et éliminant tous les monstres qui se précipitent. Une voix appelle derrière lui. Eugène se retourne. C'est Grand et ses amis qui sont de retour. Eugène dit que même lui ne sait pas pourquoi Léviathan attaque. Lui et les habitants de la ville sont eux aussi presque épuisés à force de lutter. À ce moment-là, Grand prend la parole, espérant pouvoir les aider. Lyria lui raconte l'histoire de Léviathan. Pour garder cette mer propre, elle a épuisé toutes ses propres ressources. C'est aussi pour cela que ces monstres attaquent les habitants de la ville. Elle n'a d'autre choix que de consommer des vies pour se maintenir. Mais à chaque fois qu'il invoque de nouveaux monstres, il s'épuise davantage. En vérité, elle n'aura pas d'autre choix. Lyria hésite, demandant à entendre. Elle n'arrive pas à se résoudre à prononcer cette conclusion. Elle espère qu'il aidera le groupe à sauver Léviathan. Eugène doute qu'il existe réellement un moyen de le sauver. Le moyen de sauver Léviathan est d'éliminer ce qui cause ses souffrances. Elle pourra alors recouvrer sa puissance. Après avoir entendu, il reste silencieux un instant. Puis il leur répond. Compris. Après cela, il donne des ordres encourageant les habitants à s'unir pour éliminer ces monstres. Tous les résidents sont unanimes. Le groupe de Grand et Lyria court à la recherche de Léviathan, mais ils sont bloqués par les monstres. Leur nombre est innombrable. Ils ne peuvent s'arrêter ne serait-ce qu'un instant. À ce moment précis, une bombe arrive par derrière et explose les monstres. C'est Marie et Carva. Ils disent que le groupe de Grand devrait aller faire ce qu'il a à faire. Laissez-les gérer cet endroit. Grand a juste le temps de dire merci. Puis elle s'enfuit. Tous les habitants de cette ville sortent simultanément dans la mer de fumée et de feu. Et même ces étranges invités, partis discrètement auparavant, réapparaissent inopinément, puissants et mystérieux tels des guerriers d'une autre légende. Ils n'ont rien à faire ici. Mais à ce moment précis, ils se tiennent près de la résidence d'Auguste comme s'ils étaient liés depuis toujours. Dans cette bataille, Grand et tous les autres ne sont plus seuls car derrière eux se trouve une ville entière et des gens qui n'ont pas besoin de nom, qui n'ont besoin que de partager une seule volonté. Il s'agit d'éliminer les monstres en échange de la paix dans cette ville. Au moment le plus tendu de la bataille, un phénomène étrange apparaît soudain. Les monstres battent soudain en retraite, cessant d'attaquer, mais se rassemblent autour de Léviathan et se transforment en une tornade qui s'abat sur la ville, provoquant l'effondrement des bâtiments. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils semblent obéir aux ordres de quelqu'un, mais pas à ceux des Léviathans. Lyria ne perçoit aucun signal provenant de celui-ci. Tout le monde est désorienté. Grand a l'impression qu'il y a quelque chose parmi la horde de monstres. La tornade formée par les monstres continue de tout détruire, faisant trembler le sol. Toute l'architecture de la ville est détruite et ils sont impuissants. Eugène prend la parole. Ils doivent éliminer le chef parmi eux. Vienne demande si Lyria ne peut pas invoquer Bahamut. Lyria secoue la tête. Les flammes de Bahamut blesseront Léviathan. Alors qu'ils cherchent une solution, les monstres se précipitent soudainement pour attaquer le groupe de Grand. Avant qu'ils puissent réagir, une silhouette apparaît pour les aider à bloquer l'attaque. Il s'agit de Charadafinia, capitaine des chevaliers sacrés de l'Humide. Les monstres deviennent plus forts. Ils ne peuvent pas laisser cela continuer. Ils doivent trouver le chef pour l'éliminer. Eugène court au milieu du terrain. Les monstres se précipitent sur lui. La situation est extrêmement dangereuse. Lyria emprunte le pouvoir d'Yggdrasil, créant des épines de pierre pour maintenir Léviathan en place. Un chemin de pierre est aménagé. Grand longe cette route pour atteindre Léviathan. Il utilise toute sa force pour lacérer la tumeur qui se développe sur son corps. L'épée de Grand brise la tumeur et un gaz noir s'en échappe. Ce gaz se répand sur lui, corrodant son corps et provoquant une douleur brûlante. Lyria est également affectée, car du gaz noir musique apparaît également sur son corps. Mami n'abandonne pas. Il utilise toutes ses forces et finit par la briser. Le chemin de pierre créé par Lyria disparaît, provoquant la chute de Grand, mais il est rattrapé à temps. Une fois la tumeur détruite, des cristaux jaunes apparaissent partout. La surface de la mer est nettoyée et retrouve sa couleur bleue d'origine. Avant de disparaître, Léviathan remet à Lyria une pierre en forme de larme contenant son pouvoir. Lyria n'a que le temps de la remercier. À ce moment précis, une lumière bleue s'échappe de son corps et se dirige vers un château situé non loin de là. Sur le balcon se trouve le chevalier noir et une petite fille. Un visage sans émotion, comme avant. Lyria panique et le supplie de lui dire qui elle et cette fille sont, mais le chevalier noir répond seulement. Il n'est pas encore temps de le lui dire. Après avoir prononcé ces mots, un étrange navire apparaît devant eux.
Le chevalier noir et la jeune fille montent à bord du navire et partent. Eugène regarde le navire en murmurant pensivement. Il ne perdra plus jamais cet enfant. Ce soir-là, à August City, une grande fête est organisée à l'échelle de toute la ville. Chacun savoure avec joie les moments de paix qu'il vient de retrouver. Le groupe de grands organise également sa propre fête, debout sur le balcon, veillant sur les résidents en sécurité dans leur cœur. Ils ressentent également de la joie, grâce à la musique en ce moment. Marie et Carva viennent dire au revoir. Ils doivent partir maintenant et promettre qu'un jour nous nous reverrons. En entendant cela, Io s'exclame. On se revoit. Rack dit simplement que ce jour viendra. Le monde est éphémère. Un jour, ils se retrouveront. Lyria exprime ses sentiments. Elle souhaite également rencontrer quelqu'un à nouveau. C'est la jeune fille qui était aujourd'hui aux côtés du chevalier noir. Elle pense que cette fille elle aidera à connaître sa propre identité. Avant, elle n'osait jamais se regarder en face, mais maintenant, entourée de tous, elle sent qu'elle peut y faire face. À ce moment-là, Eugène arrive, ivre. Il les remercie. Grâce à eux, la ville est en paix. Il fait également l'éloge de grands disant qu'ils sont un groupe amateur, mais que leur talent l'impressionne. Après avoir tourné autour du pot, Eugène devient soudainement sérieux. Il souhaite se joindre à leur voyage. En entendant cela, tout le monde est perplexe. Eugène expose d'emblée la raison pour laquelle il a besoin de s'installer avec quelqu'un. Il incline gravement la tête devant eux, demandant la permission de se joindre à eux. Le voyant dans cet état, Grand prend la parole et demande à Eugène de l'aider davantage. Tout le monde approuve et soutient sa décision. Tout le monde se réjouit de son arrivée. Chacun d'eux s'est réuni pour des raisons différentes, et ce sont ces raisons qui constituent le fil conducteur de ce voyage si particulier. À l'avenir, ils rencontreront encore plus de personnes. Ils lèvent leur verre pour célébrer l'arrivée d'Eugène. Ce soir-là, ils passèrent une nuit vraiment heureuse avant d'entamer un nouveau voyage. Le lendemain matin, le groupe de Grand Illyria part au milieu des feux d'artifice et des adieux des habitants de la ville. Le navire s'élève dans leurs espoirs. Ils ignorent ce que leur réserve le prochain voyage.